Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce numéro de l'actualité, numéro d'Actu 7 pour faire bien sûr le tour de l'actualité qui a marqué la semaine dans la plupart des pays du continent africain. Et pour l'exercice, nous sommes avec Georges Wenceslas Simbi-Aboké, directeur général du groupe médiatique panafricain Label Radio et Télévision. Bonjour Georges. Bonjour Aziz, bonjour à tous nos téléspectateurs et bon dimanche. Eh bien, peut-être que nous serons rejoints par Robert Adandé dans un moment. Nous ouvrons donc effectivement par l'actualité au Sénégal, une actualité marquée par des manifestations qui ont fait, selon un bilan officiel, 4 morts depuis l'arrestation jeudi dernier d'Ousmane Sonko, leader de PASTEF, député de 46 ans, accusé de viol par l'employé d'un salon de massage à Dakar. La situation politique et sociale au Sénégal est grave depuis l'arrestation d'Ousmane Sonko jeudi. Le leader de PASTEF, opposant au pouvoir, arrivé 3e à la dernière élection présidentielle. Les manifestations à travers le pays ont fait, selon un bilan concordant, 4 morts. Depuis jeudi, les manifestants ont affronté les forces de l'ordre. Il s'en est suivi des scènes de pillage. Plusieurs supermarchés et des stations-service ont été mises à sac. Au plus fort des manifestations, jeudi, 2 chaînes de télévision ont été suspendues 72 heures par le CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Il s'agit de Sen TV et Wolf TV. Le CNRA leur a reproché la diffusion en boucle d'images de violence. Certains médias ont été attaqués, parmi lesquels TFM et le quotidien gouvernemental Le Soleil. Des attaques inacceptables condamné par le SYNPICS, syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal. Dans un communiqué publié le 4 mars, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, intervenu ce vendredi, a justifié l'arrestation d'Ousmane Sonko par le fait de n'avoir pas respecté l'interdiction de rassemblement. Beaucoup ont estimé que ce discours n'a pas contribué à apaiser durablement les tensions et en appellent à l'intervention du président Macky Sall en personne. Selon ses avocats, le député Ousmane Sonko est attendu lundi au tribunal. Rappelons qu'Ousmane Sonko devrait être entendu sur des accusations de viol et menaces de mort suite à une plainte déposée par Adji Sarr, employé d'un salon de beauté de Dakar. Georges Aboké, dans ce dossier, il y a eu l'intervention du président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, lui-même arrivé officiellement 2e à la dernière élection présidentielle. Idrissa Seck, sur un temps solennel, a proposé une médiation à condition, bien entendu, qu'Ousmane Sonko appelle ses partisans au calme, et il a pris l'engagement de tout faire pour plaider sa cause auprès du président Macky Sall. Cela devrait, pensez-vous, Georges Aboké, apaiser davantage les tensions? Il faut dire, Aziz, que Ousmane Sonko, jusqu'à présent, n'a pas dit mot. On ne l'a pas entendu, il n'a fait aucun discours. Donc, on attend certainement qu'il ait une réaction. Mais pour l'instant, il ne peut pas faire de discours puisqu'il est arrêté. Non, mais il n'a rien dit. C'est-à-dire, jusqu'à présent, d'après ce que l'on a entendu, eh bien, même devant les autorités militaires et judiciaires, il n'a pas dit mot. Il a dit aucun mot. Et puis maintenant, cette proposition qui est faite par M. Idrissa Seck, je ne sais pas si elle va pouvoir porter, mais ce que de nombreux observateurs et une bonne partie de la population attendent, c'est surtout, et ça a été dit dans le sujet que vous avez proposé, que vous avez planté, eh bien, beaucoup attendent la réaction du président Macky Sall. Cette réaction est attendue. Tout le monde se dit que à un tel niveau de contestation, de troubles, eh
eh bien, il n'y a que l'intervention du président Macky Sall qui pourrait certainement, si elle contient un certain nombre d'ingrédients qui pourraient faire baisser la tension. Donc, il y a une attente pour le moment qui n'est pas comblée. Il y a une attente qui n'est pas comblée, mais est-ce que ces manifestations ne sont pas également la traduction d'un certain malaise social longtemps entretenu? Oui, quand on écoute les uns et les autres, quand on écoute les différents protagonistes, on entend que, c'est-à-dire l'affaire Ousmane Sonko est comme un prétexte. Autour de cela, il y a beaucoup d'autres choses. On parle des difficultés concernant la jeunesse en matière d'emploi, la jeunesse au niveau de l'école, des universités. On parle également du fait que le Sénégal va bientôt entrer s'inscrire sur la liste des grands producteurs de pétrole et de gaz. Et donc tout cela est mis sur la table aujourd'hui. Il n'y a pas que l'affaire Sonko. Cette affaire Sonko est devenue certainement un prétexte, mais autour de cela, eh bien, on entend les réactions des uns et des autres. Chacun y va de son commentaire. Chacun a quelque chose à reprocher au gouvernement. Les jeunes, c'est des problèmes d'emploi, la question de l'école. Les autres, c'est un certain nombre de dispositions au niveau de la pratique de la démocratie, parce que selon ce qu'on a entendu, quand le président Macky Sall n'était pas encore président, eh bien, il a lutté pour que les Sénégalais aient la possibilité de manifester. Et donc, aujourd'hui, les manifestants demandent que le président Macky Sall eh bien, mette en application tout ce qu'il avait revendiqué à l'époque où il n'était pas encore président. Donc, il demande que le président Macky Sall les laisse manifester. Donc, il y a des problèmes de gouvernance qui sont posés, des problèmes liés à la pratique de la démocratie. En tout cas, c'est un package et ça ressemble aujourd'hui à une bombe. Et ce que l'on craint, c'est qu'il y a des appels qui ont été lancés pour des manifestations, et c'est clair, il y a même un calendrier concernant ces manifestations, lundi, mardi et mercredi. Alors tout le monde est sur le qui-vive et tout le monde a peur parce que le degré de violence atteint ces jours-ci est un degré très élevé, et vraiment tout le monde se demande comment faire pour éviter l'escalade. Comment faire pour éviter l'escalade? On rappelle qu'il y a déjà 4 morts et de nombreux blessés, parmi lesquels des blessés graves. Pour l'instant, il a été noté également que de nombreuses stations-service ou bien de supermarchés ont été détruits. Est-ce qu'il y a aussi derrière toutes ces manifestations un reflet de ce sentiment anti-français qui gagne davantage de terrain en Afrique? Bon, il ne faut pas se le cacher, ils sont nombreux à penser que l'un des soutiens forts concernant le président Macky Sall, c'est la France, et donc tout de suite, les manifestants, il y en a beaucoup qui se sont attaqués à ce qu'on appelle les intérêts français, notamment des stations-service, des supermarchés. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, on sait que les forces de l'ordre ont quand même réussi à contenir à certains endroits les manifestants. Il y a certains supermarchés, certaines stations qui ont pu être sauvegardées. Écoutez, on reste bien sûr très attentif à ce qu'il se passe à Dakar, en rappelant que le président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, a fait la proposition d'une médiation pour sortir de cette grave crise, à condition qu'Ousmane Sonko, son jeune frère, comme il l'a appelé, s'adresse à ses partisans pour leur demander
de se calmer. C'est une proposition, c'est une proposition parmi tant d'autres, mais encore une fois, celle qui est la plus attendue, c'est l'intervention du président Macky Sall partout, dans les commentaires, à la radio, à la télévision, dans les rues. Eh bien, les uns et les autres, les Sénégalais, attendent que le président Macky Sall intervienne, dise quelque chose sur cette affaire. Le discours du président Macky Sall est attendu, on l'espère, pour très vite. Et la suite de l'actualité en Afrique de l'Ouest est aussi marquée, bien sûr, par les législatives en Côte d'Ivoire, élections législatives du 6 mars, qui ont eu lieu dans l'ensemble dans un climat apaisé, mais il y a tout de même eu quelques heures, Georges Aboké. Oui, il y a eu juste quelques heures que l'on a pu déplorer, par exemple dans le sud d'Abidjan, à Port-Boué, la commune où se trouve l'aéroport, mais c'est des heures qui ont vite été contenues. Et quand on regarde la façon dont ces élections législatives ont été menées, la campagne et puis le déroulement du scrutin, eh bien cela n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé à la fin du mois d'octobre, le 31 octobre 2020, lors de l'élection présidentielle, où là, ça a été véritablement la catastrophe, c'est-à-dire avant, pendant et après. Mais cette élection législative a été plutôt très apaisée, des élections civilisées, on allait dire, et on a le sentiment que la raison est en train d'habiter la classe politique ivoirienne. La raison est en train de prendre le pas sur les passions et tout ce qu'il y a eu comme dégâts, et vous faites bien de le relever, Georges Aboké. Quelle est la cartographie qui se dégage? Est-ce qu'il y a une chance pour l'opposition de s'imposer à l'issue de ce scrutin? Alors, les résultats ont commencé à tomber depuis hier. On a le sentiment, sans prendre position, on a le sentiment que ça va être très serré entre l'opposition et le parti au pouvoir, le RHDP, l'opposition, qui est composée d'un ensemble de partis dont les plus importants sont le PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Henri Konan Bédié. Il y a également le FPI, tendance Laurent Gbagbo. Le FPI, c'est le Front populaire ivoirien, qui est dans une sorte de coalition qui s'appelle PDS. Et donc, on a le sentiment que l'opposition va jouer très serré avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Alors, ce que l'on note concernant ces législatives, c'est que depuis 2010, eh bien, on pourrait dire enfin, tous les partis politiques se retrouvent dans cette élection. Parce que vous savez qu'après 2010, il y a eu cette crise post-électorale suite à l'élection présidentielle, et une bonne partie de la classe politique ivoirienne avait décidé de ne plus prendre part à quelques activités que ce soit au niveau des élections organisées. Et donc, depuis ce temps-là, on n'avait que le RDR, le Rassemblement des Républicains, qui est devenu par la suite RHDP, le parti au pouvoir, donc qui était principalement organisateur et présent dans ces élections. Mais ces élections législatives 2021 voient la participation pratiquement de tous les partis et d'un certain nombre de candidats indépendants. Ils sont de plus en plus nombreux, les candidats indépendants, et l'on pense que c'est eux qui vont faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre. Parce que, pour ne pas se le cacher, la plupart des candidats indépendants sont des candidats qui n'ont pas été retenus par leur parti politique, et s'ils arrivent à l'emporter, eh bien, très souvent, les partis les rappellent et les remettent sur leur liste. Et donc, l'on sait que les candidats indépendants vont faire
je crois que c'est eux qui vont faire la différence, qui vont faire basculer les choses du côté du pouvoir ou plutôt du côté de l'opposition. Mais en général, le destin des candidats indépendants, pour ce qu'on a vu sur le continent africain, est lié au pouvoir. Souvent, ils ont un penchant naturel pour le pouvoir en place. Non, pas forcément, parce que ces candidats, il y a de véritables candidats indépendants, il y en a, qui sont vraiment indépendants, qui n'appartiennent à aucune formation politique, et puis il y en a d'autres qui sont issus des formations politiques, mais qui n'ont pas été retenus comme candidats de leur parti, et ils ont décidé de tenter tout de même, malgré toutes leurs chances, et des fois même ils reçoivent des menaces avant l'élection de leur parti, et puis une fois qu'ils sont élus, eh bien leur parti revient et les rappelle et les réinscrit sur ces listes. Et on a aussi une pensée pour le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, puisque la présidence de la République a confirmé dans un communiqué la prolongation de son séjour en France pour raison de santé. Il y avait beaucoup de rumeurs avant ce communiqué. Eh bien, ce communiqué est venu pour mettre les choses, pour présenter les choses de façon claire et nette. C'est vrai que le Premier ministre Ahmed Bakayoko est malade, donc souffrant et alité, en train de se faire soigner en Europe et principalement en France. Il y avait eu beaucoup de rumeurs, mais eh bien, ces rumeurs se sont tues devant la diffusion de ce communiqué. Très bien, et pour poursuivre, justement, on parlera encore d'élections, avec une élection attendue en Afrique centrale, mais sans grand suspense. C'est au Congo, le président Denis Sassou Nguesso qui a lancé sa campagne pour la présidentielle qui va avoir lieu dans quelques semaines au Congo. La campagne électorale en vue de la présidentielle au Congo-Brazzaville a été lancée hier samedi. 7 candidats sont en compétition, dont le président sortant, Denis Sassou Nguesso, âgé aujourd'hui de 77 ans et qui cumule 36 années au pouvoir. En mi-février, la Cour constitutionnelle du Congo-Brazzaville a rejeté la candidature d'un opposant, Michel Moussi Ngouari. De nombreux analystes prédisent déjà la victoire du président sortant, Denis Sassou Nguesso. Car, explique-t-il, le système électoral est verrouillé et contrôlé par le parti congolais du travail. Début février déjà, la conférence épiscopale du pays a émis de sérieuses réserves sur l'organisation de ce scrutin présidentiel. Parmi les problèmes soulevés par celle-ci, se trouve la transparence du dépouillement des urnes à cause notamment du couvre-feu lié à la pandémie du coronavirus et le fichier électoral qui n'aurait pas été assaini. Le président congolais est revenu au pouvoir à l'issue de la guerre civile qui a déchiré le pays en 1997. Depuis lors, il dirige de manière autocratique, réprimant et emprisonnant tous ceux qui s'opposent à son régime. Henri Bouka, le président de la Commission nationale électorale indépendante, a donc lancé officiellement cette campagne. Il a affirmé que la commission prendrait toutes les dispositions pour distribuer les cartes d'électeurs dans les délais. Il a également ajouté qu'au terme de la toute récente révision des listes électorales, le prochain scrutin devra donc concerner plus de 3 millions d'électeurs qui voteront dans plus de 5 700 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire congolais. La force publique est convoquée aux urnes le 17 mars prochain. Elle votera dans les bureaux ordinaires et non dans les casernes. Le président de la Commission nationale électorale indépendante a rejeté les accusations selon lesquelles il serait juge et partie parce qu'il est également premier président de la Cour suprême. Là, sur les images, justement, on n'a pas pu voir ce début en fanfare de la campagne électorale du président sortant du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, Georges Aboké. Il y a, par rapport à l'issue de cette élection, très peu de suspense. Il y a quelques temps, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, c'est une élection sans enjeu. Et moi, j'avais posé la question de savoir s'il fallait vraiment s'engager dans une telle élection, parce qu'on sait qu'une élection, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut former le personnel qui va organiser
organiser ces élections, il faut fabriquer les bulletins, il faut acheter des urnes, il faut beaucoup d'argent en tout cas pour organiser des élections. Alors, cette élection, tout le monde le sait, elle est sans enjeu. Alors, le terrain où c'est peut-être sur le taux de participation, et même ça encore, à quoi cela va servir. En tout cas, une chose est claire, c'est que le président Sassou Nguesso n'est pas encore prêt à lâcher le pouvoir. Alors le président Sassou Nguesso est certainement, en tout cas dans un boulevard, puisqu'il a un boulevard en face, puisque l'UPADS, qui était la seule formation politique au Congo à avoir un groupe parlementaire de l'opposition, eh bien, a décidé de se retirer de ce scrutin. C'est le parti de l'ancien président Pascal Lissouba. Alors Robert Adandé nous a rejoint. Robert, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour Georges. Bonjour Robert. Et bonjour chers téléspectateurs. Robert, l'élection au Congo, en tout cas, est toute proche. On a vu le président Sassou Nguesso sur des images devenues virales sur les réseaux sociaux lancer sa campagne électorale. Et pour beaucoup d'analystes, il est clair que Sassou Nguesso va se succéder à lui-même. Est-ce qu'on pourrait envisager une surprise? Comme a dit Georges, je ne pense pas qu'il y ait un champ possible pour quelque éventuelle surprise que ce soit. C'est vrai qu'il y a 7 candidats en lice, parmi lesquels, bien évidemment, l'indéboulonnable Denis Sassou Nguesso, 77 ans, si ma mémoire est bonne, dont 36 au pouvoir, qui préside aux destinées du Congo depuis 1979. Les 6 autres candidats ne représentent pas grand-chose en termes de force politique, en tout cas ne sont pas en mesure d'inquiéter Denis Sassou Nguesso qui, on le suppose en tout cas, a pris toutes les mesures pour ne pas être surpris. La preuve, c'est qu'alors que la campagne a démarré il y a quelques jours, les autorités congolaises ont interdit ou auraient interdit un rassemblement de la Fédération de l'opposition congolaise prévu pour samedi dernier. Ça veut dire quand même que tout est balisé. Et puis avec la pandémie du coronavirus, les arguments sont tous trouvés pour contenir la situation. Et ce qui rejoint un peu la sortie du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui avait estimé que même si, enfin qui avait indiqué avoir observé que même si la pandémie de Covid-19 fait des dégâts, c'est vrai dans de nombreux pays, elle est aussi un prétexte pour parfois étouffer l'opposition. Oui, évidemment, dans tous les différents pays où les élections se sont tenues dans ce contexte-là, le respect des mesures sanitaires, des gestes barrières et du nombre prescrit de personnes lors d'un regroupement, d'un rassemblement, font qu'il n'est pas possible, en dehors, parce qu'on a remarqué aussi dans plusieurs pays que les tenants du pouvoir, eux, arrivent à faire entorse à ces différentes prescriptions alors qu'ils sont plutôt stricts sur le respect des gestes barrières en ce qui concerne l'opposition. Donc, le prétexte est tout trouvé, comme on disait. Donc, en fait, on a comme un penchant naturel à respecter les gestes barrières quand les manifestations sont organisées ou favorables au pouvoir et un risque de ne pas les respecter quand il s'agit de l'opposition. Georges Aboké. Oui, c'est clair et net. Et je crois que l'intervention du secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, vient bien à propos parce que dans de nombreux pays africains, eh bien, quand c'est le pouvoir qui organise des manifestations, eh bien, on se dit que bon, le coronavirus n'existe plus. Et puis quand c'est les autres qui veulent se mettre à organiser la même chose, eh bien, là, il y a des interdictions qui fusent de partout, et donc on voit que le coronavirus est utilisé un peu comme un facteur de restriction des libertés dans un certain nombre
de pays. Voilà, et ça c'est bien dommage, et l'ONU fait bien de le relever afin que les uns et les autres reviennent à la bonne gouvernance, comme on dit, parce que la pratique démocratique, c'est vrai que le coronavirus est là, est bien présent, mais la pratique démocratique doit avoir son cours normal. Allons au Bénin, cette fois, au Bénin, où il est également question d'élections présidentielles, mais où il y a aussi des tensions, parce qu'il a été procédé à l'arrestation sur ordre du procureur de Rekia Madougou, candidate recalée à l'élection présidentielle d'avril prochain, et Rekia Madougou qui est soupçonné de terrorisme. On revient sur le sujet avec Robert Adandé. L'avocat de Rekia Madougou, Maître Renaud Agbojo, explique que la police l'a arrêté sans l'avoir convoqué au préalable, comme le protocole l'exige. C'est le procureur spécial de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a signé son mandat d'amener. Rekia Madougou venait d'achever une conférence publique avec d'autres candidats de l'opposition dont les dossiers ont été également rejetés pour la présidentielle au Bénin, parmi lesquels Joël Aïvo, qui a pu raconter la scène de son arrestation. Ils rentraient tous à Cotonou à bord du même véhicule quand la police les a bloqués sur le pont de Porto-Novo et a débarqué de force les autres passagers sauf Madame Madougou. Rekia Madougou, gardée à vue à la brigade économique et financière, sera donc présentée au procureur à la fin de cette enquête. Selon ses avocats, 3 de ses téléphones ont été confisqués par les éléments spéciaux. Le gouvernement n'a pas fait de déclaration et le procureur spécial de la CRIET doit s'exprimer en fin de matinée de ce jeudi. Une source affirme cependant que son arrestation aurait un lien avec les 2 militants de sa formation politique placés sous mandat de dépôt lundi pour association de malfaiteurs et terrorisme. Ils sont soupçonnés de vouloir organiser contre de l'argent des troubles pendant l'élection présidentielle. Robert Adandé, Rekia Madougou est-elle un véritable poil à gratter pour le pouvoir de Porto-Novo? C'est la prison centrale de Félinké du Niamey. Ce qui s'est passé, on va peut-être revenir un peu sur ce qui s'est passé, c'est que jeudi dernier, mercredi plutôt, à l'issue d'un meeting organisé par l'opposition au régime du président Patrice Talon, c'était un meeting organisé à Porto-Novo, la capitale politique, Rekia Madougou, qu'il faut rappeler aussi, candidate recalée du parti des démocrates, a été interpellée, comme disait Nathalie dans son élément, par des sujet de la police républicaine suite à un mandat d'amener délivré contre elle par le procureur. Alors, il lui serait reproché un certain nombre d'accointances pour déstabiliser, d'accointances avec certaines forces pour mettre à mal le processus électoral. Son avocate, qui est montée au créneau hier, a estimé qu'il n'y avait aucun élément tangible pour l'inculper de quoi que ce soit, mais toujours est-il que selon la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, elle serait gravement mise en cause dans le cadre d'une procédure d'enquête qui a été ouverte depuis le 26 février contre les nommés Ibrahim Amatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. Bon, toujours est-il que pour le moment, elle est consignée à mistraiter en attendant que le verdict ne tombe. Est-ce qu'on doit voir dans cette arrestation, parce qu'on rappelle que les démocrates, c'est le parti créé par l'ancien président Yahi Boni, est-ce qu'on doit voir dans cette arrestation la poursuite du combat entre griffes de l'ancien président Yahi Boni contre son successeur Patrice Talon? Alors, toujours est-il que pour l'opposition, il ne saurait en être autrement. C'est la continuité de ces représailles et de ce combat
qui donne l'impression d'être un combat à mort entre les deux hommes politiques qui se poursuivent. On espère en tout cas vivement qu'il n'en est pas question et que la justice saura établir les faits dans leur véracité. Georges Aboké, la situation au Bénin, elle interroge. On a le sentiment que finalement Rekia Madougou est redouté par le pouvoir. Bien entendu, on peut le penser parce que c'est une dame qui était, il y a quelques années, très proche du président Patrice Talon. Elle avait œuvré à l'époque à faire en sorte qu'il se sorte des difficultés dans lesquelles il était avant qu'il ne soit président. Et donc, certainement que les autorités du pouvoir actuel pensent qu'elle représente une certaine force. Et donc, on va entrer dans une période d'élection et donc cette force-là, il faut la réduire à peut-être néant. Et c'est à ce moment-là qu'on se demande, où va le Bénin, parce que le Bénin, avec quelques rares autres pays, était considéré comme un pays où l'on pratiquait la démocratie, où il y avait l'alternance. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ont été remises en cause, à tel point qu'on se demande où va le Bénin. Il y a beaucoup d'interrogations. On sait que le Parlement, par exemple, il est monocolore, et ça, c'est parfait pour dire que nous sommes dans une bonne pratique de la démocratie. On voit également les règles qui sont édictées concernant cette élection présidentielle, notamment au niveau du parrainage. Mais est-ce que le Parlement n'est pas monocolore parce que l'opposition avait choisi en partie de ne pas participer au scrutin? Parce que les conditions de participation justement à ce scrutin n'étaient pas bien réunies et donc cela a donné ce Parlement monocolore qui n'est pas du tout à l'honneur du Bénin, comme je le disais, qui avait été cité il y a quelques années comme étant l'un des bons praticiens de la démocratie. Et donc je disais qu'il y a le Parlement qui est monocolore, mais il y a aussi cette loi sur le parrainage qui vient éliminer pratiquement tous les autres candidats, parce que pour être candidat, il faut être parrainé par des élus. Et si on sait que la plupart, pour ne pas dire tous les élus, sont issus de la mouvance présidentielle, alors quel est l'élu qui va parrainer une candidature de l'opposition? Et donc, voilà, ça pose un problème de la pratique démocratique. Et cette histoire de parrainage, on l'a vu au Sénégal, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on la voit actuellement au Bénin, et ça pose un certain nombre de problèmes, alors que l'on aurait bien voulu avoir une bonne compétition, certes avec le président sortant, mais aussi avec de bons candidats, et normalement quand c'est comme ça, c'est le pays qui s'en sort vainqueur, parce que c'est le bon vainqueur, c'est celui qui l'emporte vraiment avec toutes les règles qui est déclaré, mais là, là on va repasser une autre fois, peut-être à la prochaine élection, parce que, toutes les conditions ne sont pas remplies, tout est compliqué, il y a des arrestations, il y a des candidats qui n'ont pas la possibilité de l'être, et donc tout ça n'est pas du tout à l'honneur du Bénin. Robert Adandé, on est pour l'instant en train d'attendre que la justice se prononce sur le dossier, mais est-ce que cette arrestation pourrait peser sur l'avenir de l'élection ? Alors, on ne saurait dire, mais toujours est-il qu'il y a, un peu comme la précédente élection législative, une sorte de crispation qui va grandissant, parce que à ce moment du processus, il est quand même difficile de contenir ces petites tensions. Et il faut rappeler, comme disait Georges tout à l'heure en ce qui concerne Rekia Madougou, quelle est la génitrice du célébrissime slogan « Touche pas à ma constitution » de l'ONG Elan, qui avait été amenée par elle une initiative qui visait à contenir
des velléités à l'époque, on estime que ce sont des velléités de modification de la Constitution de la part du président Mathieu Kérékou en son temps. Et ce mouvement a connu un succès tel que rien n'en a été et que la Constitution est restée intacte. Donc que Rekia se lève aujourd'hui à ce stade et puis décide de briguer la magistrature suprême, il peut éventuellement être ressenti quelques frissons, en tout cas. Maintenant, on espère quand même que la situation va redevenir normale et que chacun sera contenté dans ses ambitions, dans ses velléités, parce que il y a un grand mécontentement dans les rangs de l'opposition, en tout cas. Un mécontentement dans les rangs de l'opposition que l'on comprend, Georges Aboké. Peut-être un dernier mot sur le sujet. Il va falloir quand même éviter de se retrouver dans la même situation que lors des législatives. Robert l'indiquait tantôt. C'est le même décor, et ça va donner le même résultat. Une chose est claire, c'est qu'il n'y aura pas de solides candidats face au président Talon. Pourtant, je pense que le président Talon, avec les résultats qu'il a glanés tout au long de son mandat, les bons résultats qu'il a pu obtenir, pour moi, il n'avait pas à craindre quoi que ce soit. Il avait la possibilité, avec, comme je le disais, ces résultats, il avait la possibilité d'affronter n'importe lequel des candidats solides au Bénin, et il avait cette possibilité de l'emporter, mais là, bon, on assiste à une élimination, j'allais dire, systématique des candidats les plus solides, sans oublier qu'il y a quelques mois ou quelques années, il y a des acteurs politiques de premier rang qui se sont retrouvés en exil et qui ne peuvent donc même pas prétendre à venir participer à cette élection. Et encore une fois, c'est une situation qui n'est pas à l'honneur du Bénin. Le Bénin était classé, il faut le rappeler, parmi les pays où l'on pratiquait l'alternance, les pays où la pratique démocratique était mise en exergue, et cela était un point de satisfaction sur le continent. Et à côté du Bénin, il y a le Niger, le Niger qui, malgré la tradition de coup d'État, était depuis cité comme un bon élève de la démocratie, et le Niger qui, depuis la dernière élection présidentielle, depuis le second tour, connaît quelques problèmes, avec notamment la contestation des résultats de ce second tour et l'incarcération de Hama Amadou, candidat de l'opposition qui avait été recalé. C'est à la prison centrale de Felinké du Niamey que l'opposant nigérien Hama Amadou a été déféré après 3 jours de garde à vue pour son rôle présumé dans les troubles ayant suivi la proclamation des résultats de la présidentielle au Niger. Hama Amadou, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, est également accusé par le ministère de l'Intérieur de propagande régionaliste et de propos de nature adressés les uns contre les autres. Il s'était lui-même présenté vendredi 27 février dernier à la police de Niamey, où il a passé 3 jours en garde à vue avant d'être emprisonné sur décision du doyen des juges d'instruction chargé du dossier. Considéré comme un sérieux challenger à la présidentielle, Hama Amadou n'a pas pu se présenter à l'élection en raison de sa condamnation à 1 an de prison pour une affaire de trafic de bébés, affaire qu'il a qualifiée de complot pour l'écarter du scrutin. Il avait apporté son soutien à Mohamed Ousmane. Le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Halada, l'avait accusé la veille d'être le principal auteur des troubles ayant éclaté à Niamey après l'annonce le 23 février par la Commission électorale nationale indépendante de l'élection de Mohamed Bazoum au second tour de la présidentielle. Ces troubles ont fait exactement 2 morts, entraîné des pillages de commerce, la destruction d'infrastructures et de biens privés et ont conduit à l'interpellation de 468 personnes, selon le ministre de l'Intérieur.
Une élection présidentielle, on le rappelée, comme l'indiquait Nathalie dans le sujet, par Mohamed Bazoum, 61 ans, candidat du parti au pouvoir avec plus de 55% des suffrages, suivi de l'ancien président Mahaman Ousmane, mais des résultats qui ont été aussitôt contestés. Finalement, Hama Amadou est un bouc émissaire, Robert Adandé? Et lundi dernier, quand on s'en réfère au sujet de Nathalie, après 3 jours de garde à vue pour un rôle présumé dans les troubles consécutifs à la proclamation des résultats de la présidentielle. Alors, il a été mis sous mandat de dépôt à la prison de Filingué, avec beaucoup de chefs d'accusation, dont sa complicité dans les manifestations et destruction de biens selon ses services. Alors, il faut rappeler quand même que l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, était quand même un sujet qui aurait pu donner une autre tournure à ces élections. Donc, un peu comme malheureusement partout ça se passe sur le continent pour éviter de laisser ces candidats ou ces forces s'éclore, il faut leur trouver des motifs, il faut leur coller des motifs. Malheureusement, on a l'impression que c'est ce qui se passe à Niamey, au Niger également, et que ça devient malheureusement un schéma classique. Hama Amadou, bouc émissaire, Georges Aboké, lorsqu'on observe et qu'on regarde de près ce qu'il s'est passé à la suite de la proclamation des résultats du second tour, on a l'impression que finalement, comme l'a indiqué Robert Adandé, ce schéma-là est celui qui est le mieux adapté pour la plupart des pouvoirs en Afrique. On a l'impression que le pouvoir actuel, incarné par le tout nouveau président Bazoum, a décidé de mettre de côté M. Hama Amadou, qui n'avait pas pu être candidat pour cette affaire de trafic de bébés. Et qui, pour le pouvoir, j'ai le sentiment qu'il aurait dû se taire et laisser les choses se faire. Donc, devant les échauffourées que l'on constate depuis quelque temps au Niger, eh bien, on procède, j'allais dire, par étapes. Et dans un premier temps, on met de côté Hama Amadou parce que lui, c'est beaucoup plus facile. Il a déjà une affaire sur la tête, donc on le met de côté pour pouvoir faire face à la contestation organisée par Mahaman Ousmane. Lui, il n'est pas d'accord avec les résultats et il le manifeste. Il avait le soutien de Hama Amadou. Donc, la première personne déjà qu'on peut mettre de côté, c'est Hama Amadou. Alors, il se trouve que le Niger, qui était en train d'être comment je vais dire ça, inscrit dans une sorte de tableau d'honneur avec le président qui n'était plus candidat, qui avait décidé de ne pas briguer un 3e mandat, l'organisation d'élections, le fait qu'on aille à un 2e tour et tout ça, tout s'était bien passé. Et puis à la fin, voilà que c'est un peu la catastrophe. J'espère que la vérité va transparaître parce que dans ces conditions, c'est toujours très compliqué de savoir où se trouve la vérité. Pourtant, les choses étaient bien parties et l'on espérait que le Niger allait servir d'exemple, mais bon, voilà, que les choses se compliquent. Et tout ça montre que l'Afrique de l'Ouest est en pleine difficulté. On a parlé tout à l'heure du Sénégal, on a parlé tout à l'heure du Bénin, on parle maintenant du Niger. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a eu la Côte d'Ivoire et il y a eu la Guinée. Alors ça fait beaucoup. Ça fait une Afrique occidentale presque en ébullition et c'est l'occasion certainement de lancer des appels et de demander aux uns et aux autres et aux différentes classes politiques dans ces pays de faire attention parce que à
à côté des problèmes politico-politiques, il y a de vraies difficultés. Les difficultés constituent la sécurité, le terrorisme qui menace tous les pays de cette région. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse distraire, qu'on disperse ses forces dans des problèmes politiques fabriqués, alors qu'il y a les problèmes de développement et les problèmes de sécurité auxquels il faut faire face. En tout cas, J'ajouterais, Aziz. Oui, Robert. Je rajouterais à tous les problèmes énumérés par Georges la pandémie du Covid-19 qui n'est pas encore réellement contenue en Afrique, donc des problèmes sanitaires également. Donc, il y a énormément de difficultés qui nécessitent quand même que les dirigeants ne se focalisent pas sur des questions d'ego, de pouvoir, d'ambition démesurée et qu'ils aient à cœur le bien-être de leur population et qu'ils y veillent, qu'ils y travaillent surtout. Et c'est le défi. Et c'est le défi à relever pour de nombreux chefs d'État africains pour de nombreux gouvernants africains qui ont souvent du mal à intégrer les priorités. On arrive au Gabon, cette fois, pour d'abord justement parler de ces mesures prises par le gouvernement pour améliorer la lutte contre le Covid-19. On rappelle que la semaine dernière, le syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon a fait une sortie, un communiqué dans lequel le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, était interpellé, un communiqué dans lequel simplement le CIMEFOGA mettait en avant les grands manquements observés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et quelques jours après, il y a eu une certaine réactivité du gouvernement avec l'inauguration d'un nouveau pavillon. Entre autres, le Gabon organise également sa campagne de vaccination anti-Covid. Tout comme plusieurs pays d'Afrique, le Gabon a décidé de vacciner sa population, meilleur moyen de prévention contre le coronavirus. Mais depuis le lancement de cette campagne de vaccination dans le pays, plusieurs personnes sont réticentes. Selon des sources, cette réticence est due principalement à la peur, le refus de l'idée de servir de cobaye. Celle-ci est véhiculée et nourrie par les réseaux sociaux et certaines fake news diffusées par les sites et organisations complotistes. D'autres affirment que les vaccins à base d'ARN messager pourraient modifier le code génétique des vaccinés, tandis que de nombreux montages et faux reportages font état d'effets secondaires. Une autre raison pourrait être la perte de confiance des populations vis-à-vis de leurs dirigeants. Les populations sont également réfractaires au vaccin car elles voudraient se désolidariser du Covid-business entretenu par les autorités. D'autant que pour l'heure, le dispositif devant aboutir au vaccin se met progressivement en place. Le gouvernement a notamment indiqué que le vaccin n'est nullement obligatoire. Mais vu que certaines personnes sont réfractaires au vaccin, est-ce que le gouvernement gardera sa position? Affaire à suivre. Les personnes réfractaires au vaccin, on l'a entendu, ont parfois reçu de mauvaises informations, mais il y a aussi la réalité. Il y a un réseau de faux vaccins qui a été démantelé par Interpol, et Interpol qui a précisé cette semaine que ce n'était que la face visible de l'iceberg. Finalement, ce ne sont pas que des fantasmes, toutes les phobies que l'on entend autour de ces vaccins. Georges Aboké. Alors, je voudrais déjà revenir sur l'interpellation qui a été faite par les médecins pour dire que, il ne suffit pas simplement de décider de la mise en place d'un couvre-feu, de décider de mesures, de donner des coups de vis aux mesures. Il faut aussi entendre les médecins, et je crois que les médecins ont bien fait de réagir de cette façon, d'interpeller les autorités afin que des dispositions soient prises. Maintenant, concernant les vaccins, il revient encore une fois aux autorités sanitaires
judiciaire dans chacun des pays africains d'expliquer ce que c'est qu'un vaccin, parce que il y a tellement de choses qui sont dites avant même que l'on ne trouve ces vaccins. Depuis l'année dernière, il y avait beaucoup de commentaires qui avaient été diffusés un peu partout, et donc il revient aux autorités de faire de la pédagogie, d'expliquer ce que c'est qu'un vaccin et d'expliquer le bien fondé d'une vaccination par rapport au coronavirus. Si tout ça est bien fait, je crois qu'il n'y a pas de raison que les populations restent réticentes. Et en ce qui concerne le Gabon, on rappelle que le ministre de la Santé a indiqué que tout cela se ferait avec le consentement éclairé des populations. Et Robert Adandé, la vaccination dans le continent africain contre le Covid-19 est perçue quand même avec beaucoup de réserves par les populations. Il va falloir faire un travail un peu plus important, un travail de communication pour convaincre. Absolument. Il faut rappeler que ce n'est pas que sur le continent africain, partout dans le monde, le vaccin a suscité et continue de susciter beaucoup de remous, beaucoup de questionnements. Les gens se demandent si le vaccin est efficace, si le vaccin, c'est un vaccin qui vient réellement résoudre le problème de la pandémie du coronavirus, ou si bien en créer d'autres. Donc, le problème, je crois qu'il est général. C'est récemment que certains pays d'Europe ont commencé à se faire à l'idée de ce vaccin, mais il n'est pas accepté par rapport à déjà beaucoup de communication virale qui circule à ce sujet, info ou intox, point d'interrogation, mais le vaccin ne rassure pas forcément ou ne met pas tout le monde d'accord, sans compter qu'il y a plusieurs fabricants, plusieurs laboratoires, et donc il est question de rassurer les populations, de leur expliquer le bien fondé de ce vaccin-là et ce que les populations ont à y gagner plus qu'à y perdre. Je crois que c'est cette pédagogie-là qui doit être adoptée par les autorités pour mettre tout le monde d'accord. Et on rappelle qu'il y a un réseau de faux vaccins anti-Covid qui a été en partie démantelé par Interpol, qui réserve certainement des développements pour les semaines à venir. Et au Gabon également, il y a eu les obsèques de Maître Fabien Méré. Maître Fabien Méré, ancien ministre, devenu opposant finalement au régime du président Ali Bongo, qui s'était réfugié en France depuis 2016 parce qu'il avait été soutien de Jean Ping, et finalement qui a reçu les hommages de ses confrères, même si, il faut le souligner, la salle des pas perdus du tribunal de Libreville leur avait été refusée. Ils ont finalement décidé d'organiser à la maison de l'avocat cet hommage. Ça pose, Robert Adandé, peut-être, comme vous l'indiquiez tantôt, le problème de comment l'on devait percevoir les compatriotes, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Oui, il est important de tout résumer à la condition humaine du défunt. Son militantisme politique, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, n'est pas forcément utile à intégrer lors d'un moment aussi triste que celui-là. Mais toujours est-il que ses confrères ont tenu à lui rendre un hommage mérité, à l'accompagner avec honneur, avec dignité jusqu'à sa dernière demeure. Et on rappelle que Maître Fabien Méré a été inhumé ce samedi à Port-Gentil, au cimetière Lazaret de Port-Gentil. Port-Gentil, sa ville natale. Port-Gentil, capitale économique du Gabon, bien entendu. Et pour la fin de ce magazine Actu7, eh bien, on va parler de football avec l'élection à la tête de la Confédération africaine de football qui semble déjà jouer, parce qu'il y a eu le retrait finalement des trois principaux candidats, des trois principaux adversaires de Motsepe.
Alors que l'élection du président de la CAF pose encore polémique, une Togolaise a décidé de se présenter et brigue une place de membre au comité exécutif. Il s'agit de Madame Laoson Ogban-Latré. La Voix du Togo pourra compter au sein du prochain bureau exécutif de la CAF grâce à sa candidature qui a été validée par la commission de gouvernance de la CAF réunie les 5 et 6 janvier 2020 au Caire en Égypte au terme des contrôles d'éligibilité. Après le dépôt de sa candidature, le Comité national olympique Togo a sollicité des voix de l'Afrique pour son élection. Dedaldem Akpaki, patron de l'olympisme togolais de son côté, a aussi appelé à l'union autour de la candidature de Madame Laoson. Et il va plus loin. J'ai écrit au 53 Comité national olympique d'Afrique pour solliciter, à travers eux, le soutien de leur fédération de football à la candidature de notre compatriote. Les retours sont positifs. Tous soudés derrière Laoson, a-t-il publié sur son compte Twitter. Première femme arbitre de football du Togo, Madame Laoson est également la première femme africaine instructeur d'arbitre de la CAF et de la FIFA. Avec plusieurs casquettes, elle est également commissaire de la CAF et de la FIFA des rencontres de football, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Elle dirige, depuis quelques années, la commission centrale des arbitres de fédération en Afrique. Rappelons que Rabat accueille le 12 mars prochain l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football. Un sujet qui nous présentait la candidature de Madame Laoson à la présidence de la CAF, une candidature qui finalement va avoir du mal, puisque on l'indiquait tantôt, les candidats les plus influents ont décidé de se ranger derrière Motsepe. Robert Adandé. Oui, alors, comme vous disiez, j'espère que ça donne l'impression qu'un compromis a été trouvé, en tout cas, entre les différents candidats en lice pour céder la place au Sud-Africain Patrice Motsepe, qui, il faut le rappeler, est quand même une grosse fortune du continent. Selon le dernier classement du magazine Forbes, il aurait été le premier noir milliardaire en Afrique du Sud. Est-ce que c'est son portefeuille qui a joué en faveur de ce compromis? Point d'interrogation, mais toujours est-il que visiblement, il y a eu entente autour de sa personne. Georges Aboké, les dés sont pipés. Oh, je le pense, oui. Déjà, on devrait saluer la candidature de Mme Laoson. C'est une dame et dans tous les domaines, l'on demande que les femmes se réveillent et que les femmes s'engagent et qu'elles déposent leur candidature. Donc là-dessus, moi, je voudrais déjà que l'on salue Mme Laoson. Maintenant, pour ce qui se passe au niveau de cette élection de la CAF, il y a une grande question qu'on ne s'est pas encore posée. Quel va être le sort de M. Ahmad Ahmad, qui avait été d'abord éliminé de toute activité en matière de football et qui a été ensuite réhabilité. Alors, est-ce que ce qui se passe là est un arrangement face à Ahmad Ahmad? En tout cas, c'est une question qui est posée, mais toujours est-il qu'on aurait bien voulu assister à une joute électorale claire et nette. Malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour que tous ces candidats qui avaient l'air sérieux se retirent. Et la candidature d'Ahmad Ahmad, on le rappelle, finalement n'avait pas été éligible. Hein, elle demeure un point d'interrogation. Puisqu'il a été réhabilité. On ne sait pas si il va pousser la chose jusqu'à se présenter. En tout cas, on l'a vu déjà lors de certaines cérémonies en matière de football. Mais je pense que les jours, les semaines qui vont venir vont nous permettre d'avoir la vérité. Et on l'espère bien. Pourquoi ces candidats ont signé finalement forfait? Alors que de gros moyens ont été engagés. On a vu des avions spéciaux qui ont été apportés pour aller rencontrer les responsables ici et là. Et puis tout d'un coup, on abandonne tout ça alors qu'on a fait dépenser des pays. Je crois que tout cela nécessite qu'il y ait des explications. Et donc, M. Senghor, M. Anoma notamment,
celui de la Mauritanie. Ils doivent s'expliquer sur leur position. Merci beaucoup, Georges Aboké, Robert Adandé. Je rappelle que la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale, émet désormais de Dakar, la capitale du Sénégal, depuis le 1er mars. Merci d'avoir été en notre compagnie et très bonne suite de programmes sur votre chaîne panafricaine internationale.